Alors en fait, oui, là, c'est bon. Avant de commencer cette conférence, ce que je voudrais, c'est vous lire un passage de Madame Bovary de Flaubert, le passage dans lequel Emma Bovary meurt d'amour, suite à son empoisonnement, son suicide à l'arsenic. Voilà, pour que vous vous rendiez bien compte en fait de ce que c'est. Voilà, la clé tourna dans la serrure, elle alla droit vers la 3e tablette, tant son souvenir la guidait bien. Saisit le bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main et la retira pleine d'une poudre blanche. Elle se mit à manger à même. Elle se coucha tout au long sur son lit, une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla. Cet affreux goût d'encre continuait. J'ai soif, ouvre la fenêtre, j'étouffe. Elle fut prise d'une nausée si soudaine qu'elle eut à peine le temps de saisir son mouchoir sous l'oreiller. Cependant, elle sentait un froid de glace qui lui montait des pieds jusqu'au cœur. Elle roulait sa tête en un geste doux plein d'angoisse et tout en ouvrant continuellement les mâchoires, comme si elle lui portait sur sa langue quelque chose de très lourd. À 8 heures, les vomissements reparurent. Puis elle se mit à geindre, faiblement d'abord. Un grand frisson lui secouait les épaules, et elle devenait plus pâle que le drap où s'enfonçaient ses doigts crispés. Son pouls, inégal, était presque insensible maintenant. Des gouttes suintaient sur sa figure bleuâtre, qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique. Ses dents claquaient, ses yeux agrandis regardaient vaguement autour d'elle. Peu à peu, ses gémissements furent plus forts. Un hurlement sourd lui échappa. Elle prétendit qu'elle allait mieux et qu'elle se lèverait tout à l'heure, mais les convulsions la saisirent. Puis, les symptômes s'arrêtèrent un moment. Elle paraissait moins agitée. Mais elle ne tarda pas à vomir du sang. Ses lèvres se serrèrent davantage. Elle avait les membres crispés, le corps couvert de taches brunes, et son pouls glissait sous les doigts comme un fil tendu, comme une corde de harpe près de se rompre. Sa poitrine aussitôt se mit à allaiter rapidement. Sa langue tout entière lui sortit hors de la bouche. Ses yeux, en roulant, pâlissaient comme 2 globes de lampe qui s'éteignent, à la croire déjà morte, sous l'effrayante accélération de ses côtes, secouées par un souffle furieux. Et Emma se mit à rire, d'un rire atroce, frénétique, désespéré. Une convulsion la rabattit sur le matelas. Elle n'existait plus. Voilà. Alors, Madame Bovary a utilisé l'arsenic pour se suicider, pour avoir une mort douce et rapide. Et en fait, la mort par l'arsenic, c'est une mort extrêmement longue et très violente. Flaubert décrit la mort de Madame Bovary et il explique que ça prend quelques heures. En vérité, la mort par empoisonnement à l'arsenic prend plusieurs jours, dans vraiment d'affreuses souffrances. Voilà. Donc, je vais vous expliquer que l'arsenic, l'arsenic, c'est un produit naturel. On le trouve naturellement dans l'environnement. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus connu par son aspect poison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un poison, déjà ? Un poison, c'est une substance qui provoque des blessures, des maladies, la mort, par une réaction chimique. Mais il faut savoir que quand même, ce qui fait le poison, c'est la dose. Voilà. Et la dose létale d'arsenic pour mourir, c'est 80 mg. 80 mg, c'est une petite pointe de couteau. C'est rien du tout, en fait. Voilà. Et ce poison, cet arsenic, a été utilisé depuis l'Antiquité. Agrippine, par exemple, a utilisé l'arsenic pour empoisonner son mari, l'empereur Claude, et mettre à sa place sur le trône Néron, qui, du coup, lui, après, a empoisonné à l'arsenic le fils de Claude, Britannicus. Les Borgia aussi sont des empoisonneurs assez célèbres, et eux, ils utilisaient leur propre poison, la cantarella, qui est en fait un mélange de phosphore et d'arsenic. Et une empoisonneuse très connue, qui est Marie Bénard, qui en fait est totalement innocente. Alors, Marie Bénard a été accusée parce que déjà, cette histoire s'est passée à Loudun. Donc Loudun, c'est la ville des damnés, il y a toute une histoire en fait derrière Loudun. Il y avait déjà en fait un terrain propice à l'accusation. Il y avait eu quelques de la collaboration pendant la guerre, et justement, Marie Bénard était collabo. Voilà. Et donc, du coup, elle a été accusée du meurtre et de l'empoisonnement par arsenic de 11 personnes. Alors, pour pouvoir prouver qu'elle avait effectivement empoisonné ces gens, on a fait des analyses d'arsenic dans le corps les personnes ont été exhumées et des analyses d'arsenic ont été faites dans le corps des personnes. Seulement, à cette époque-là, les méthodes d'analyse n'étaient pas très au point et on a trouvé de l'arsenic que dans les tissus. Or, pour prouver que les personnes avaient été empoisonnées, il fallait trouver de l'arsenic dans les os. Parce que l'arsenic dans les tissus provenait en fait des sols, du cimetière. L'arsenic a été utilisé très longtemps comme produit d'embaumement et donc de nombreux sols de cimetières sont pollués en arsenic. Et ensuite, ils imprègnent les tissus en fait des corps. Donc pour vraiment prouver
qu'elle avait empoisonné ces gens, il fallait trouver de l'arsenic dans les eaux. Et lors des 2 premiers procès, en fait, ça n'a pas été possible. Il a fallu attendre que Frédéric Joliot-Curie mette au point une méthode radioactive en utilisant des neutrons, en fait, qui irradient l'arsenic. Et avec un compteur Gégère, comme ça, on pouvait calculer les concentrations en arsenic dans les eaux. Et en fait, il n'y en avait pas. Donc, Marie Bénard n'était pas coupable. Voilà. L'arsenic n'a pas été utilisé comme poison. L'arsenic a été utilisé aussi comme cosmétique, notamment en Autriche. On avait mis au point une espèce de lotion à base d'arsenic qui faisait un teint bien blanc avec des petites taches rouges. Et alors, les concentrations en arsenic étaient très faibles dans cette lotion, mais il a été utilisé et commercialisé pendant plusieurs années. L'arsenic est utilisé également comme médicament, et ce depuis l'Antiquité. Hippocrate conseillait l'utilisation de l'arsenic dans le traitement des ulcères, par exemple. Voilà. En Chine, il est beaucoup et encore utilisé contre la tuberculose, pour traiter la malaria, des maladies de peau aussi et des maladies de sang. Il a été utilisé avec beaucoup de succès pour le traitement de la syphilis aussi. Voilà. Et récemment, en fait, on s'est rendu compte que l'arsenic était très efficace pour traiter une leucémie particulière. C'est une leucémie très invasive et dont les traitements plus classiques de chimiothérapie, quand les traitements plus classiques de chimiothérapie n'ont plus d'effet, on a testé donc ces traitements à l'arsenic et ces traitements ont permis la rémission de plusieurs personnes. Donc à l'heure actuelle, il y a pas mal de recherches en fait sur cette problématique parce que on ne connaît pas exactement l'action de l'arsenic sur cette maladie particulière, mais en tout cas, son utilisation est prometteuse. Alors, progressivement, quand même, l'utilisation de l'arsenic en tant que médicament a été abandonnée parce que les effets secondaires étaient parfois plus graves que les effets bénéfiques. Donc, du coup, on l'a abandonné. Et donc, l'arsenic qui était utilisé, c'était de l'arsenic minéral, réduit en poudre. Donc, de l'arsenic rouge, qu'on appelle le réalgar, ce sont des sulfures d'arsenic. L'arsenic jaune, l'or-piment, ou l'arsenic blanc, qui est un trioxyde d'arsenic. Et évidemment, leurs dérivés. Donc ils étaient extraits des sols, broyés et utilisés, en tout cas dans l'Antiquité, c'était le cas. Voilà. Alors nous, ici, ce soir, je vais vous parler plutôt de l'intoxication par exposition prolongée, l'intoxication chronique. Donc pas l'utilisation d'arsenic comme poison. Donc c'est ce qu'on appelle l'arsénisme. Et cette intoxication prolongée, l'intoxication chronique, elle est responsable quand même d'une des plus grandes mortalités et morbidités dans le monde. L'arsenic a été classé numéro 1 sur la liste des substances dangereuses. Et cet arsenic, par intoxication chronique, provoque plusieurs types de cancers, de la peau, de la vessie, du poumon, des maladies cardiovasculaires, de l'inhibition du développement chez les enfants, des troubles de la reproduction et la maladie très spectaculaire, la Blackfoot disease. En fait, l'arsenic provoque des nécroses en fait, des vaisseaux des pieds et des mains. Et donc, les pieds et les mains noircissent. Voilà. L'origine de la contamination en arsenic, eh bien, ce sont les eaux. Ce sont les eaux de boisson par la consommation des eaux souterraines. Et donc, ce type d'intoxication par l'arsenic est surtout effectif dans le sud-est asiatique et en Amérique centrale. Alors, on a naturellement de l'arsenic présent dans les eaux naturelles, dans les eaux souterraines. Alors, en règle générale, la concentration en arsenic, elle est faible, elle est autour de 1 à 2 microgrammes par litre. Pour pouvoir potabiliser une eau, il faut que les concentrations en arsenic soient inférieures à 10 microgrammes par litre en Europe. Et dans certains pays où ce n'est pas possible, on va jusqu'à 50 microgrammes par litre. Ce qui signifie, c'est que pendant toute votre vie, vous pouvez boire de l'eau à une concentration autour de 10 microgrammes par litre sans que ça n'ait aucun effet sur votre santé. Ça, c'est une concentration qui a été déterminée par l'OMS. Voilà. Mais de nombreux pays utilisent encore des concentrations à 50 microgrammes par litre. Donc cet arsenic, je vous ai mis ici une carte de répartition des eaux les plus concentrées en arsenic. Et vous voyez qu'en fait, on peut avoir des concentrations, très fortes. Par exemple, ici à Yellowstone, on a des concentrations en arsenic supérieures à 1000 microgrammes par litre, mais ça, c'est dû en fait aux fluides géothermaux. Les fluides géothermaux peuvent être très très concentrés en arsenic. Et du coup, ce qui induit des pollutions des nappes souterraines.
Vous pouvez avoir aussi des concentrations en arsenic très importantes, ici, supérieures à 50 microgrammes, 5000 microgrammes par litre en Thaïlande, et ça, c'est dû en fait aux activités minières. Voilà. Alors, on n'extrait pas l'arsenic. Hein. Dans ces mines, ce qu'on extrait, c'est du fer, des métaux lourds, du cadmium, du plomb, du zinc, et l'arsenic, en fait, est associé à ces métaux, en tout cas aux minerais de ces métaux. Et du coup, on extrait le fer, on récupère tous les métaux intéressants et l'arsenic se retrouve dans les déchets. Voilà. Et il est stocké sur les sites et ensuite, par le biais du ruissellement, il va se retrouver dans les eaux. Voilà. Nous, ici, on va s'intéresser à des eaux qui sont naturellement riches en arsenic. Voilà. C'est le cas, par exemple, on va parler surtout de cette région-là, le sud-est asiatique, l'ouest du Bengale, où là, vous allez voir, on a une disparité quand même des concentrations en arsenic dans les eaux qui varient de 0,5 microgrammes par litre, donc une concentration faible, jusqu'à des concentrations très importantes de 3200 microgrammes par litre. Il faut savoir qu'au Bangladesh, on a plus de 57 millions de personnes qui sont exposées à des concentrations en arsenic supérieures à 50 microgrammes par litre. Voilà. Je vous ai donné aussi ce tableau pour que vous vous rendiez compte à l'échelle mondiale du nombre de personnes qui sont exposées à des concentrations en arsenic dans les eaux supérieures à 10 ou 50 microgrammes par litre. Donc le continent où les gens sont le plus exposés, eh bien, c'est l'Asie, où vous avez 66 millions de personnes. Ensuite, vous avez l'Amérique, avec surtout des expositions importantes en Amérique centrale, 6 millions de personnes. En Europe, il y a à peu près 2 millions de personnes, et l'Afrique, on ne peut pas avoir tous les fléaux, est à peu près épargnée. Ils ont d'autres chats à fouetter. Voilà. Et donc, du coup, à l'échelle mondiale, on a à peu près un petit peu plus maintenant, dans les 76 millions de personnes exposées à des concentrations en arsenic supérieures à 50 microgrammes par litre dans les eaux naturelles. Donc, ce qui fait une population relativement importante quand même. Hein. Voilà. Alors, quelle est l'action de l'arsenic dans le corps? Alors, l'arsenic, il a beaucoup d'affinité pour un atome qui est le soufre. Or, le soufre, il est constitutif des protéines, des acides aminés et des enzymes dans le corps. Quand l'arsenic rentre dans le corps, ce qu'il va vouloir faire, c'est tout de suite se lier à des atomes de soufre. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on voit ici. Ici, je vous ai donné donc une enzyme. Vous avez un schéma d'enzyme. Et dans cette enzyme, vous avez des acides aminés avec leur atome de soufre, ici en jaune. Et donc, l'arsenic va se lier à ces atomes de soufre. Et vous voyez ici qu'il va se lier à 3 acides aminés. Et du coup, ça va complètement inhiber ou transformer en fait l'action que vont pouvoir avoir ces enzymes dans le corps. Du coup, les enzymes, le fait que l'arsenic se lie à ces atomes de soufre et donc à ces molécules-là, va avoir des impacts négatifs sur l'action des enzymes de réparation de l'ADN, sur les facteurs de transcription de l'ADN, ce qui code votre code génétique, sur l'hémoglobine. Et donc, du coup, on va avoir des proliférations cellulaires dans le corps, des altérations de l'ADN et des altérations des chromosomes qui vont aboutir à une accumulation des mutations et à un développement de cancer. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir un petit peu à ce qui m'intéresse, voilà, c'est l'origine des intoxications chroniques. Je vous ai dit que l'intoxication chronique était due aux eaux de boisson. Ces eaux de boisson qui sont extraites en fait des puits de pompage des eaux souterraines. Quelle est l'origine de l'arsenic dans ces eaux souterraines? Eh bien, l'origine de l'arsenic, ce sont les roches, les sédiments qui sont constitutifs de l'aquifère. Alors, l'aquifère, c'est un autre terme pour désigner une nappe souterraine. Alors, une nappe souterraine, de quoi c'est constitué? Eh bien, une nappe souterraine, vous avez un substrat imperméable, vous avez la roche. Cette roche s'est altérée ou des sédiments se sont accumulés au-dessus de cette roche imperméable. Et donc, en fait, c'est du sable. Vous voyez, du sable. Donc, vous avez plein de grains de sable qui sont accolés les uns aux autres, ce qui crée une porosité. Et cette porosité va se remplir d'eau. Donc, une nappe souterraine, ce n'est pas un grand lac. Une nappe souterraine, c'est une porosité dans le sable qui est emplie d'eau. Voilà. Et cette nappe est en contact avec les rivières, donc elle alimente les rivières, et elle peut aussi avoir des résurgences sous forme de sources. Donc vous voyez ici le substrat imperméable, là vous avez la porosité qui est baignée par l'eau, et vous avez ici ce qu'on appelle la zone non saturée, qui est constituée essentiellement par une espèce de solide altéré et du sol. Et donc là, la porosité est remplie d'air. Voilà.
Et donc là, vous avez deux types de sédiments constitutifs d'aquifères. Alors, des puits peuvent être installés dans ces aquifères, et dans ces puits, on a mesuré dans les différents bassins versants de l'Himalaya les concentrations en arsenic. Voilà. Et vous voyez qu'on a des répartitions d'arsenic dans ces puits totalement différentes. Ici, dans l'ouest du Bengale et au Bangladesh, vous voyez qu'on a des concentrations en arsenic qui varient sur une très grande gamme. On a à peu près 2 microgrammes, ça varie de 2 microgrammes par litre jusqu'à plus de 1000 microgrammes par litre, et ce sur une très grande profondeur, là et là. Dans le cas du Népal, on a des concentrations importantes qu'en surface. Dans le cas du Cambodge, pareil, on a des concentrations jamais vraiment très très faibles, mais qui atteignent des concentrations supérieures à 1000 microgrammes par litre. Et donc vous voyez, comme on a une répartition très différente, ça signifie qu'on a des processus de libération d'arsenic dans les eaux des nappes qui vont être différents. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer par la suite. Alors, voici le premier processus. Le premier processus, lui, il met en cause les sédiments sableux qui sont très riches en arsénopyrite. L'arsénopyrite, c'est un sulfure de fer et d'arsenic. Ici, vous avez un granit. Donc le granit, c'est une roche qui est constitutive de l'Himalaya. Et dans ce granit, bien, vous avez des veines ou alors des petites inclusions d'arsénopyrite, des sulfures d'arsenic et de fer, ou des sulfures de fer, ce qu'on voit là. Cette Himalaya, cette montagne, elle va s'éroder. Alors pourquoi est-ce qu'une montagne, elle s'érode? Alors le granit, il est formé dans la croûte terrestre. Dans la croûte terrestre, il fait chaud, la pression est importante, il n'y a pas d'oxygène. Et les roches sont constituées dans ces conditions-là. Par le biais de l'érosion, tout ce qui est en surface va disparaître et le granit va se retrouver à la surface. À la surface, il fait froid, il y a de l'eau, il y a de l'oxygène, la pression est moins forte et donc du coup, les roches sont complètement déstabilisées. Donc il va falloir qu'elles se transforment. Elles vont s'éroder physiquement et elles vont se transformer chimiquement. Quand elles s'érodent physiquement, eh bien vous avez cette roche qui va s'effriter, qui va donner tout un tas de grains de sable. Et ces grains de sable vont s'accumuler en bas des pentes pour former des aquifères. Donc vous avez ici l'Himalaya qui s'est érodé, les sédiments qui se sont accumulés en bas de pente sur le substrat sain, et donc vous avez la porosité qui s'est emplie progressivement d'eau pour pouvoir créer des nappes d'eau. Voilà. Et ce sont ces nappes d'eau qui vont être exploitées par la suite. Comment est-ce qu'elles sont exploitées, ces nappes d'eau? Eh bien, on installe des puits. Un puits, c'est comme une paille. Vous mettez une paille, vous aspirez. Seulement, quand vous aspirez, qu'est-ce qui se passe? Vous faites chuter les niveaux d'eau et vous créez ce qu'on appelle un cône de rabattement. C'est ce qu'on voit ici. Du coup, le niveau d'eau chutant, vous avez de l'oxygène qui était contenu dans la zone non saturée, de l'oxygène de l'air, qui va pénétrer ici dans les sédiments qui étaient saturés par l'eau. Et ça va entraîner des réactions chimiques particulières. C'est ce qu'on appelle de l'oxydation. Et c'est ce que je vous ai écrit dans cette réaction chimique-là. Donc vous avez l'arsénopyrite qui va réagir avec l'oxygène qui a été introduit dans l'aquifère par la chute du niveau d'eau. Et donc l'arsénopyrite, va falloir qu'elle se transforme pour former des éléments qui sont plus stables en présence d'oxygène. Donc le fer va se dissocier de l'arsenic et du soufre. Le fer va donner un solide, va donner un oxyde de fer 2. Le soufre va s'associer avec des atomes d'oxygène pour donner des sulfates qui sont solubles dans l'eau. Et l'arsenic, ici, va lui-même s'oxyder pour donner des oxydes d'arsenic, mais qui, eux, sont solubles, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans la solution. Donc là, on avait un solide, et là, on se retrouve avec une espèce soluble. L'arsenic est repassé dans la solution. Voilà. Donc, du coup, l'eau est contaminée. Donc, je vous ai fait un petit schéma bilan pour que vous vous rendiez bien compte. Donc, il se passe deux choses. On a d'un côté l'érosion des roches qui va créer des aquifères, des nappes souterraines dont les sédiments sont riches en sulfure d'arsenic. D'un autre côté, vous avez le pompage. Il faut bien pomper l'eau pour pouvoir la distribuer aux populations, qu'elles boivent et qu'elles développent l'agriculture. Du coup, si vous pompez, vous faites chuter le niveau des nappes et vous créez des cônes de rabattement. L'oxygène pénètre dans la porosité. Et l'oxygène va réagir avec les sulfures produits par l'érosion. Elle va les déstructurer, elle va les transformer. L'arsenic va être libéré des sulfures et va se retrouver dans l'eau et l'eau va être contaminée. Donc voilà un premier processus. Ensuite, on a un deuxième processus. Il se trouve que
pendant l'érosion des montagnes, vous pouvez avoir aussi des phénomènes d'oxydation pendant l'érosion, avant que les sédiments s'accumulent en bas de pente. Et donc, du coup, vous avez l'arsénopyrite qui va de la même façon se transformer pour donner du fer, des sulfates et de l'arsenic soluble. Vous avez aussi, pendant ce phénomène d'érosion-altération, les sulfures de fer qui vont se transformer pour donner du fer 2. Seulement, fer 2 et oxyde de fer 2 ne sont pas du tout stables en présence d'oxygène. Ils se transforment tout de suite en minéral, en un minéral beaucoup plus stable, qui sont les oxydes de fer. Voilà. Et ces oxydes de fer adorent l'arsenic. Ces oxydes de fer, en fait, scotchent à leur surface l'arsenic, ils le repiègent. L'arsenic était dans la solution, seulement comme le fer a beaucoup d'affinité pour lui, il va fixer à sa surface, comme on le voit sur ce schéma. En orange, vous avez les nano-oxydes de fer, et en surface, vous avez l'arsenic qui est venu se fixer dessus. Voilà. Et donc, du coup, les oxydes de fer piègent l'arsenic. On n'a plus d'arsenic en solution. Et donc, cette situation a pu perdurer pendant des milliers d'années. Cette fois-ci, on a des aquifères avec des sédiments non plus riches en sulfure, mais riches en oxyde de fer. Les oxydes de fer piègent l'arsenic, et on n'a pas eu d'arsenic dans les eaux pendant des milliers d'années. Seulement, il arrive que parfois, dans certaines situations, les oxydes de fer soient détruits. Et les oxydes de fer sont détruits comment? Ils sont détruits grâce aux bactéries. Voilà. Ici, vous avez un oxyde de fer qu'on appelle l'hématite qui est colonisé par des bactéries. De l'autre côté, là, ici, vous avez une croûte d'oxyde de fer qui a été colonisée par des bactéries. Et vous voyez, autour de cette bactérie, il y a un creux, un trou qui s'est formé. En fait, la bactérie a dissous les oxydes de fer. Elle les a transformés. Vous imaginez bien que quand vous dissolvez les oxydes de fer, vous libérez l'arsenic qui était collé à sa surface. Voilà. Comment est-ce qu'elles font ça, les bactéries? Bien, les bactéries, ce sont des bactéries particulières, évidemment, qui font ça. Ce sont des bactéries ferriréductrices hétérotrophes. Hétérotrophes, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'elles utilisent le carbone pour pouvoir fabriquer leur propre matière de bactéries, en fait. Voilà. Et elles récupèrent l'énergie de la matière organique, du carbone organique. Donc, pour qu'elles se développent, il leur faut de la matière organique. Donc, c'est ce que vous avez ici sur le schéma. Donc là, on a notre bactérie ferriréductrice qui va récupérer l'énergie stockée dans la matière organique. Alors, cette matière organique, elle vient d'où? Cette matière organique, elle vient de la dégradation des végétaux, de la dégradation des corps morts, hein, voilà. Et donc, les bactéries vont l'utiliser. Seulement, quand elles cassent les liaisons chimiques de la matière organique, eh ben, elles libèrent des électrons. Et les électrons, ça ne se balade pas comme ça tout seul dans le milieu naturel. Ce n'est pas possible. Une concentration d'électrons, ça n'existe pas. Donc, il faut que les bactéries trouvent un accepteur d'électrons. C'est de la chimie redox. Hein. Voilà. Il faut qu'elles trouvent un accepteur d'électrons. Donc, en général, quand il y a de l'oxygène, elles trouvent de l'oxygène. Et donc, l'électron passe de la matière organique à l'oxygène pour produire du CO2. Seulement, dans certains milieux, au bout d'un moment, vous épuisez l'oxygène. Et il va falloir qu'elles trouvent un autre accepteur d'électrons. Et l'accepteur d'électrons qu'elles vont trouver dans ces milieux-là, notamment dans les nappes riches en oxyde de fer, eh bien, ce sont les oxydes de fer. L'oxyde de fer accepte l'électron, il est dissous, il se transforme en fer 2 dissous, et l'arsenic repasse en solution. Voilà. Seulement, intuitivement, on pense qu'il n'y a pas de matière organique dans les aquifères. Et c'est vrai. Hein, ce sont des milieux qui ont été formés par érosion des roches, il n'y a pas beaucoup de matière organique là-dedans. Et pourtant, il faut bien que ces bactéries trouvent une source de carbone pour pouvoir détruire ces oxydes de fer et libérer l'arsenic. Eh bien, cette source de carbone, c'est nous qui leur avons fourni. Pour pouvoir développer l'agriculture dans ces pays, il a fallu développer l'irrigation. L'irrigation, ça consiste à mettre des canaux sur les sols. Or, je vous ai donné ici un schéma de sol. Voilà, ici vous avez un sol agricole, donc vous avez une partie plus claire qui est la partie minérale, et au-dessus vous avez un horizon qui est organique. Donc cette matière organique, elle est issue de la dégradation des végétaux, elle est issue de la dégradation des corps morts, et c'est ça hein, d'ailleurs qui est une des parties les plus fertiles du sol, c'est cette matière organique. Et vous imaginez bien que quand vous faites couler de l'eau, vous dissolvez une partie de cette matière organique et vous arrachez des petites particules de matière organique. Voilà. Et donc, du coup, quand vous avez un canal d'irrigation là, sur un sol, vous avez une partie de l'eau qui se charge en carbone organique, en matière organique des sols, qui s'infiltre à travers la zone non saturée de l'aquifère et qui va dans la partie saturée en eau. Et là, les bactéries, elles trouvent leur carbone.
elles peuvent croître, elles dissolvent les oxydes de fer et elles libèrent l'arsenic. Donc ici, c'est l'irrigation qui, qui produit le carbone nécessaire au phénomène de biodissolution des oxydes de fer par les bactéries. Voilà. Il existe aussi une autre source de carbone, ce sont ce qu'on appelle des sources autochtones en fait. Lorsque vous avez des grandes forêts qui se sont dégradées, elles ont produit de la tourbe ou de la matière organique qui a pu être stockée sous forme de poches dans ces aquifères. Donc vous avez les sédiments minéraux et vous avez des espèces de poches plus riches en matière organique issues de la dégradation des grandes forêts en fait, développées dans des temps géologiques plus anciens. Seulement, avec l'augmentation du pompage, eh bien, vous augmentez les flux d'eau. Il y a un courant en fait, qui se crée dans les nappes souterraines. Et donc, du coup, ce courant va entraîner avec lui des particules de matière organique qui vont se disperser dans la nappe d'eau. Et en se dispersant dans la nappe d'eau, elles vont être consommées par les bactéries qui vont dissoudre les oxydes de fer et libérer l'arsenic. Voilà. Donc, pour ne pas vous perdre, je vous ai refait un petit bilan. Alors, on a toujours d'un côté l'érosion des roches. Donc l'érosion des roches qui va produire des oxydes de fer porteurs d'arsenic par un phénomène d'érosion et d'altération. Et de l'autre côté, vous avez l'irrigation et le pompage. L'irrigation et le pompage, ça augmente les flux. Ça va entraîner un transfert des matières autochtones qui étaient stockées dans les aquifères dans la nappe d'eau. Ou alors, ça va entraîner un phénomène de déstockage de la matière organique des sols. Du coup, les concentrations en matière organique dans les nappes vont augmenter. Et là, les bactéries, elles sont à la joie. Elles vont pouvoir se développer, fabriquer de la matière bactérienne et, en contrepartie, détruire les oxydes de fer qui portent les arsenics. Et l'arsenic se retrouve alors dans la solution. Il est dissous et il est pompé par les puits de pompage et ensuite distribué à la population. Voilà. Maintenant, il existe un troisième processus. Ce processus-là est un processus qui a été mis en évidence assez récemment. Ça date de 2010, donc c'est quelque chose d'assez récent. Et donc celui-là, il met en cause les plaines d'inondation ou les zones humides qui bordent les grands fleuves. Donc vous êtes breton, vous, les zones humides, ça vous parle, hein? Dans les fonds de vallée, vous voyez, on a tous des ruisseaux et vous avez des espèces de zones très riches en matière organique noire. Quand on marche dessus, parfois ça sent un peu pas bon et tout. Ben voilà. Les plaines d'inondation, c'est la même chose, mais alors sur plusieurs kilomètres. Et ces plaines d'inondation, elles sont particulières parce qu'il y a beaucoup de matière organique dedans. Voilà. Donc, les grands fleuves du sud-est asiatique charrient des sédiments qui sont riches en oxyde de fer porteurs d'arsenic, puisqu'ils sont issus de l'érosion des roches. Voilà. Lors des phénomènes de crue, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les fleuves, en débordant, vont déposer dans les zones humides ces sédiments riches en oxyde de fer porteurs d'arsenic. Et du coup, là, ces sédiments sont déposés dans des zones humides très riches en matière organique, où les bactéries, là, elles ont en plus l'habitude de consommer le fer. Hein. Et donc, du coup, les oxydes de fer dans ces zones humides vont être détruits, et l'arsenic va repasser dans la solution et va pouvoir être transféré, enfin, dans la solution, excusez-moi, dans l'eau, dans l'aquifère, et va pouvoir du coup être transféré dans la nappe et ensuite pompé et distribué à la population. Voilà. Petit bilan. Donc d'un côté, l'altération des roches qui produit des oxydes de fer qui sont transportés par les rivières et les fleuves. En période de crue, ils sont déposés dans les plaines d'inondation qui sont très riches en matière organique. Du coup, là, les bactéries y vont à fond, elles détruisent les oxydes de fer. Elle libère l'arsenic, qui est alors distribué à la population via les puits de pompage. Voilà. Et donc, si on en revient du coup à nos puits tout à l'heure, avec notre répartition d'arsenic, on voyait ici qu'on avait donc de l'arsenic sur une très grande profondeur, sur une grande gamme de concentration, ici à l'ouest du Bengale et au Bangladesh. Eh bien ça peut s'expliquer par les processus 1 et 2, qui mettent en cause les sédiments d'aquifères et le pompage et l'irrigation. Parce que là, c'est un processus, hein, vous avez l'oxygène qui diffuse en profondeur, et qui modifie les sédiments de l'aquifère. Les contaminations de plus de surface, ici, sont expliquées par les phénomènes de crue et les plaines d'inondation. Voilà. Où ça, vous avez c'est des processus qui se passent près de la zone humide, et donc l'arsenic diffuse moins, et c'est situé à cet endroit-là. Voilà. Donc vraiment, le processus va contraindre vraiment le type de contamination, et vous imaginez bien que
Traiter des eaux qui sont pompées en grande profondeur, ce n'est pas la même chose que traiter des eaux riches en matière organique en surface. Voilà. Donc, je voulais quand même faire un petit focus sur ma propre recherche, voilà, sur mon travail dans cette problématique. Donc, moi, je m'intéresse essentiellement aux zones humides et aux plaines d'inondation. Et pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces zones humides et ces plaines d'inondation? À cause de la matière organique. La matière organique qu'il y a dans ces plaines d'inondation et ces zones humides, c'est une matière organique très particulière, en fait. Et cette matière organique, je vous ai donné un petit schéma ici, vous voyez, c'est une matière organique qui est constituée de plein de cycles aromatiques. Et c'est une matière organique qui est très difficilement utilisable par les bactéries. Parce que les bactéries, pour aller casser des doubles liaisons et casser des cycles aromatiques comme ça, il faut vraiment qu'elles y aillent, quoi. C'est difficile pour elles, les bactéries, c'est comme tout le monde, hein. Elles préfèrent manger des sucres qui sont faciles à digérer plutôt que des grosses molécules avec plein de cycles et des doubles liaisons qui leur demandent énormément d'énergie, hein, à mâcher. Voilà. Donc elles ne l'utilisent pas, ou très peu. C'est pour ça qu'on a beaucoup de matière organique dans les zones humides, parce que cette matière organique, elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, parce qu'elle est très peu dégradée par les bactéries. Et sur cette matière organique, vous avez des petites fonctions là, ça. Eh bien ça, c'est des pièges à métaux. Ça, la matière organique, c'est comme les oxydes de fer avec l'arsenic, ça adore les métaux, ça les piège. Et donc, du coup, on peut se demander vraiment quel est le rôle de cette matière organique dans les zones humides. Est-ce qu'elle sert uniquement comme source de carbone, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou est-ce qu'elle va avoir aussi un impact sur la dynamique de l'arsenic? Si elle piège l'arsenic, est-ce que l'arsenic va pouvoir transiter dans les aquifères? Si elle piège le fer, est-ce que le fer, enfin, quel va être son impact sur le fer? Donc c'est tout un tas de questions que l'on se pose dans mon équipe, en fait. Voilà. Et donc, pour répondre à cette problématique, pour savoir quel était l'impact de la matière organique sur la biodissolution du fer, on a développé un système très simple, hein, de plaquettes acryliques striées sur lesquelles on a collé des oxydes de fer et on introduit des oxydes de fer contaminés en arsenic que l'on introduit directement dans des sols de zones humides. Alors sur le terrain, voilà, ça c'est une zone humide près de Pontivy qui est maintenant polluée en arsenic. Non, c'est pas vrai, c'est des concentrations très très faibles, hein, qu'on introduit. Ou alors dans des systèmes expérimentaux au laboratoire, hein, où voilà, vous avez le sol et on introduit les plaquettes directement dans un échantillon de sol. Et donc du coup, grâce à ce système expérimental, on a pu mettre en évidence plusieurs choses, hein, là j'en ai choisi 2 parmi d'autres, ah oui, j'ai oublié de vous dire, voilà, les plaquettes, elles sont extraites du sol à des pas de temps réguliers, et ici vous avez une manip dans lequel les plaquettes sont restées 2 mois. J'ai oublié de vous dire aussi que ce sont des sols qui sont saturés en eau. Ce qu'on veut mimer ici, c'est la biodissolution. Donc, un sol saturé en eau, comme dans une plaine d'inondation inondée. Et voilà ce qu'on a obtenu. Vous voyez que la couleur, hein, on passe de quelque chose de très foncé à quelque chose de très clair. Ça veut dire qu'ici, on a beaucoup d'oxyde de fer et que là, on en a très peu. Et ça montre bien qu'on a un phénomène de dissolution des oxydes de fer à la surface des plaquettes. Ce qui est très intéressant aussi avec ce système expérimental, c'est que ça sélectionne les communautés bactériennes capables de dissoudre les oxydes de fer. Dans le sol, vous avez tout un tas de bactéries, hein, et c'est très difficile de savoir quelles sont les bactéries actives des bactéries non actives, parce que vous en avez plein. Donc du coup, ce système, comme vous n'avez que les bactéries qui s'intéressent au fer qui vont venir le coloniser, quand vous retirez les plaquettes du sol, vous avez les bactéries avec. Et vous pouvez faire tout un tas d'analyses, notamment des analyses génomiques. Et donc du coup, on a montré que la bioréduction du fer, ce n'était pas le fait d'une seule bactérie, d'un seul type de bactérie, mais que c'était toute une communauté, une succession de communautés, comme je vais vous l'expliquer maintenant. Donc en fait, on a montré qu'au départ, ici, les plaquettes étaient colonisées par des bactéries particulières qu'on appelle les firmicutes. Ce sont des bactéries pionnières. Elles sont capables de manger presque tout, et elles arrivent à manger justement la matière organique des zones humides. En mangeant cette matière organique, elles produisent de l'acétate, du vinaigre, en gros c'est ça. Et cet acétate, c'est la source de carbone des géobactères, qui sont les bactéries qui permettent la biodissolution des oxydes de fer et la libération de l'arsenic. Si vous n'avez pas ces bactéries-là capables de manger ces grosses molécules-là de matière organique, vous ne produisez pas d'acétate, vous ne permettez pas aux géobactères de se développer, vous n'avez pas de biodissolution. Donc ce n'est pas si simple que ça, vous voyez. La biologie est très importante, la microbiologie est très importante dans ces processus.
Et donc, au bout d'un certain temps, on n'a presque plus d'oxyde de fer sur les plaquettes. Les bactéries ont fait leur travail. Et donc, ce sont de nouvelles communautés bactériennes qui les colonisent. Voilà. Donc, la matière organique des zones humides est plus, en fait, un initiateur de la biodissolution que la source elle-même de carbone de la biodissolution des oxydes de fer. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On a montré également que cette matière organique, c'était un catalyseur. Alors, catalyseur, ça veut dire qu'elle favorisait la biodissolution, la destruction des oxydes de fer. Quand vous biodissolvez les oxydes de fer par voie microbiologique, vous produisez du fer 2. Alors, le fer 2, c'est le fer soluble, c'est du fer soluble. Et c'est un métal. C'est un métal. La matière organique, je vous ai dit tout à l'heure, elle a beaucoup d'affinités pour les métaux. Donc, elle va aller, avec ses petits bras, le piéger. La matière organique piège le fer. Et s'il n'y avait pas cette matière organique, le fer, il irait, lui, se recoller sur les oxydes de fer qui ne sont pas dissous. Voilà. Parce que vous avez un minéral, si vous dissolvez le minéral, les produits de sa dissolution se retrouvent dans l'eau. Voilà. Les produits de sa dissolution sont moyennement stables dans l'eau. Ce qu'ils vont chercher, c'est à se recoller en fait au minéral. Et vous imaginez bien que quand vous avez votre minéral, votre fer 2 qui s'est réabsorbé en surface, les bactéries, elles ne peuvent plus aller sur le minéral. Elles n'ont plus accès en fait au minéral parce qu'il y a une espèce d'écran de métaux, de fer 2. Mais si vous avez la matière organique qui piège le fer 2 et qui l'empêche de retourner sur le minéral, alors là, les bactéries, elles ont accès à la surface. Tout le temps. Il n'y a pas de limitation pour elles. Elles peuvent brouter la surface de l'oxyde de fer jusqu'à le détruire totalement. Donc du coup, le fait d'avoir de la matière organique dans ces milieux-là augmente la biodissolution des oxydes de fer et du coup augmente la libération de l'arsenic. Voilà. Donc voilà quelques résultats qu'on a montrés en période de haute eau, lorsque le milieu est saturé. Ce qui nous intéressait aussi de savoir, c'était qu'est-ce qui se passait quand le niveau d'eau chutait, c'est-à-dire quand on a de l'oxygène qui revient dans le milieu. Quand on a de l'oxygène qui revient dans le milieu, on a des nouveaux produits, des nouveaux minéraux qui se forment. Et donc on a développé un système tout bête, de plaques de téflon qu'on introduit dans le sol en période de haute eau, quand on a plein de choses dans l'eau, et on les récupère en période de basse eau. Ces plaques, ce sont des plaques téflon. Le téflon, c'est hydrophobe. Dans les solutions de zones humides, on a beaucoup de matière organique. La matière organique, c'est hydrophobe. Alors hydrophobe, ça veut dire que ça n'aime pas l'eau. Ça veut dire que c'est riche en carbone, en fait. Et donc ces plaques de téflon, elles vont servir de piège à tout ce qui est riche en matière organique, et aux minéraux aussi. Et donc, du coup, ça nous permet de les récupérer et de les étudier. Et ce qu'on a vu, qui est super intéressant, c'est que, en fait, ces minéraux, ce sont des accumulateurs d'arsenic. Vous voyez ici, ça, c'est la composition du sol. Dans la composition du sol, on a 2% de fer, 9 microgrammes par gramme d'arsenic et 9% de matière organique. Dans ces dépôts sur les plaquettes, dans ces nouveaux solides, on a 24% de fer, donc il est riche en fer. On a 75% de matière organique. Donc ce sont vraiment des produits qui sont très riches en fer et en matière organique, et on a surtout 239 microgrammes par gramme d'arsenic, ce qui est énorme en fait. Et donc les produits issus de la décrue, de la chute du niveau d'eau, sont des produits qui piègent l'arsenic. Voilà. On a la chance aussi à l'université de Rennes d'avoir une sonde nanométrique qui nous permet de faire des cartographies de répartition des éléments, de répartition des atomes, en fait, pour voir quels atomes, quels éléments chimiques sont associés à quels éléments. Il y en a très peu. En France, il y en a 2, et dans le monde, il y en a une dizaine, et on en a chez nous. Donc, c'est super. Et donc, ce qu'on a regardé, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir la matière organique, la répartition de la matière organique. Donc, C sur N, c'est carbone sur azote. Ça nous permet de tracer justement la répartition de la matière organique. Le fer, ici, fer-oxygène, le fer, et là l'arsenic. Donc ce qu'on voit en gros, c'est que dans ces solides, on a beaucoup de matière organique, que quand on a beaucoup de fer, on a beaucoup d'arsenic. Et on a aussi beaucoup de matière organique. Ça veut dire, en gros, ça signifie que l'arsenic est lié au fer et que le fer est lui-même lié à la matière organique. Ça, ce n'est pas un scoop. Je vous dis depuis tout à l'heure que les oxydes de fer ont beaucoup d'affinités pour l'arsenic et que la matière organique a beaucoup d'affinités pour le fer. Donc voilà, ça, ce n'est pas un scoop. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait des associations arsenic, matière organique, soufre, sans fer.
Voilà. Et là, c'est quelque chose de relativement nouveau. Ça, on n'aurait pas pu le voir, on ne pouvait pas le voir si on n'avait pas eu cette sonde nanométrique. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et donc, du coup, on travaille là-dessus. On essaie d'identifier quels sont ces solides-là et quelle influence ils vont pouvoir avoir sur la libération, sur la dynamique en fait, de l'arsenic dans les zones humides. Donc, on a fait quelques premières petites analyses en spectroscopie, donc sur les accélérateurs de particules à soleil. Un accélérateur de particules, ça nous permet en fait de faire vibrer les atomes et en fonction de leur réponse, de voir quels sont les atomes qu'il y a autour. Et donc, du coup, on s'est intéressé au soufre. Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on avait des sulfates. Ça aussi, ce n'est pas un scoop. Voilà, en milieu, quand on a de l'oxygène, on a des sulfates. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais l'arsenic ne se lie pas au sulfate, jamais. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait du soufre organique et des sites thiols, des sites sulfures. Ce sont les sites dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il y a dans les acides aminés, dans les protéines, qu'affectionne tout particulièrement l'arsenic. Voilà. Donc on peut penser que ces associations, ce sont des associations qui sont issues de dégradation de matière organique, de choses comme ça. Voilà, d'enzymes. Voilà, donc on travaille là-dessus à l'heure actuelle. En tout cas, nos résultats, ce que nos résultats montrent, en fait, c'est que quand le milieu est saturé en eau, en période de hautes eaux, la matière organique favorise la biodissolution des oxydes de fer et la libération de l'arsenic. Par contre, quand le niveau d'eau chute, la matière organique favorise son piégeage. Donc on voit bien que cette matière organique, elle a un effet antagoniste. Son rôle n'est pas tout à fait clair. Et donc, il y a de nombreuses questions qui restent à élucider. Voilà. Et je voulais finir quand même sur une note d'optimisme. C'est qu'il existe quand même des méthodes de traitement des eaux pour épurer ces eaux en arsenic. Donc, ce sont des filtres. Ce sont des filtres alors constitués de résines sur lesquelles vous avez des fonctions qui permettent de piéger l'arsenic, ces espèces de petits bras qui permettent de retenir l'arsenic. Donc, ce sont ce type de filtres-là qui sont utilisés dans les pays industrialisés comme le nôtre. Ils sont installés sur les canalisations. Seulement, ces filtres ont un coût très important. Les résines coûtent cher et le traitement des résines aussi coûte très très cher. En plus, ils demandent une compétence technique très importante. Et ils ne peuvent être installés en fait que sur des grosses canalisations. Donc, ce ne sont pas des méthodes de traitement des eaux qui sont accessibles aux pays en voie de développement, c'est-à-dire au Bangladesh ou en Inde. C'est là tout le problème. En fait, pour pouvoir traiter les eaux chez eux, il faut développer des petits systèmes qui sont adaptés aux puits de pompage, leurs petits puits de pompage. Souvent, les puits de pompage, c'est juste un tube en PVC. Leurs puits de pompage et donc souvent des systèmes plutôt familiaux. Donc, il existe des systèmes simples, ce sont des bacs à sable, dans lesquels l'eau en fait, du puits de pompage va transiter. Si votre eau elle est riche en fer 2, en arsenic, vous avez formation d'oxyde de fer qui vont piéger à leur surface l'arsenic. On réutilise ici tout simplement les processus qui se passent dans le milieu naturel. Voilà. Et donc, du coup, l'eau qui est en sortie, c'est une eau qui est épurée en arsenic. Seulement, les rendements sont moyennement bons, quoi. Quand vous avez une eau très très riche, vous avez une eau qui peut ressortir à 140 microgrammes par litre, quand même encore d'arsenic. Bon, ce qui est moins que les 1000 microgrammes par litre d'origine, mais voilà. Et l'UNESCO a mis au point aussi un autre système qui permet de réutiliser les sables recouverts d'oxyde de fer qui sont produits dans les stations d'épuration des pays développés et qui sont du coup ensuite réutilisés dans les pays en voie de développement. Donc là, l'oxyde de fer est tout simplement dès le départ sur le sable et l'eau passe à travers ce filtre et l'arsenic est retenu. Voilà. C'est un système qui est de plus en plus développé et qui commence à être utilisé autour des puits familiaux dans les pays du sud-est asiatique. Voilà. Et donc, en conclusion, ce que je voulais vous montrer dans cette conférence, c'est que la source d'arsenic est naturelle. L'arsenic provient des roches, alors que ce soit des sulfures, que ce soit des oxydes de fer. On en a aussi qui est produit naturellement par les sources géothermales. Mais il faut quand même que vous vous rendiez bien compte que sa libération est augmentée en fait par les activités humaines, notamment par les activités de pompage dans les nappes et par l'irrigation en fait. Mais on est un peu coincé parce qu'il faut bien pouvoir distribuer de l'eau aux gens, il ne faut pas que les gens meurent de soif, il faut bien pouvoir faire de l'irrigation pour produire des produits de première nécessité, pour développer l'agriculture. Et la contrepartie, c'est cette contamination.
Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment développer les systèmes simples d'épuration des eaux. Et je voulais aussi vous dire qu'on a des gros problèmes de contamination en arsenic dus aux anciens sites miniers. C'est quelque chose que je n'ai pas développé dans cet exposé. Mais là, vous avez des photos de l'ancienne mine d'or de Carnoulès, dans les Cévennes, en fait. Et donc, du coup, là, le processus est un peu différent. L'arsenic, il est sous forme de sulfure, et donc ces mines, lorsqu'elles sont plus exploitées, se gorgent progressivement d'eau. Les sulfures sont dissous, et l'arsenic, en fait, est libéré via cette eau. Le niveau de la nappe monte, elle dégorge dans les ruisseaux, et ça entraîne l'arsenic dans les ruisseaux. Voilà. Et ça, c'est pas résolu. Voilà. Je vous remercie de votre attention.